C'est énorme. Je vois que c'est verrouillé. Après, je vais venir parler. Merci à tous d'être présents. Je vais faire une petite introduction sur ce que c'est que le Hug, ce qu'on met en place. Ça va nous occuper peut-être 5-10 minutes. Et puis j'aimerais bien aussi vous entendre sur ce que vous attendez peut-être de la soirée, de questions que vous pourriez avoir pour qu'on puisse peut-être essayer d'être pertinent dans les échanges. Donc je suis Karim Bourraz, je dirige une agence qui s'appelle NIL, qui est une agence partenaire de HubSpot. Et je suis avec Quentin. Bonjour. Je vais se présenter. Bonjour, je suis Quentin Lotte, je suis Inbound Consulting chez HubSpot. Je suis basé sur Dublin. Je m'occupe moi plutôt des clients en direct, des clients HubSpot en direct, et j'accompagne en fait les clients sur leur stratégie inbound, marketing, sales et bientôt service également, enfin service client. Du coup, en fait, je suis ravi en fait, d'être avec vous, ravi en fait, d'être sur le tout premier Hug à Lyon. Donc c'est une super opportunité. Je ne connais pas Lyon des masses. En fait, à chaque fois que je viens à Lyon, c'est pour le travail. Et je passe le week-end sur Lyon. Donc j'ai hâte en fait, de découvrir la ville un petit peu mieux que simplement. Est-ce qu'il y a des gens qui pourront conseiller des trois restaurants Simplement en fait, la cité des expositions. On connaît tous. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, les Hugs, ce sont des HubSpot User Groups. Je vais essayer de prendre mon meilleur accent anglais. Des groupes d'utilisateurs d'HubSpot, c'est quelque chose qui est réparti dans le monde entier. Il faut savoir qu'HubSpot a été fondé en 2006, donc depuis 2006, il y a un paquet de groupes qui se sont créés dans pas mal de villes. Le marché français sur HubSpot, il est assez récent, hein. 2015, quoi, 2014, je crois 2015. Je crois savoir qu'on est peut-être un des derniers pays européens que HubSpot a commencé à attaquer dans les années 2014-2015. Mais il faut savoir, je crois que la croissance est une des plus élevées en termes de développement et on peut le voir rien que par rapport à la taille de l'équipe HubSpot. Nous, quand on est devenu partenaire, je crois qu'il y avait 3 salariés français. Ils étaient 3 dans l'équipe France. Jules, il y avait Louis, peut-être quelqu'un d'autre, mais c'était tout frais, quoi. Ouais, au total, maintenant, il y a sur Dublin, on a 37 francophones répartis à peu près sur toutes les équipes, que ce soit en fait sur les équipes commerciales et customer success, mais également en fait, même chez les développeurs. Donc on a vraiment, en fait, on est vraiment partout. C'est assez drôle quand on fait en fait les réunions francophones en interne pour des dîners par exemple, enfin, ce genre de choses, de voir en fait que maintenant en fait on a besoin de vraiment réserver des grandes tablées. Donc, voilà, je vous raconte ça pour donner un peu le contexte et pour vous dire que le fait qu'il y ait un Hug à Lyon, c'est aussi un signe que le marché, le secteur de l'inbound est en train vraiment de croître. Nous, on était, sans prétention, une des premières agences à se positionner entièrement, en tout cas sur tout le modèle économique, sur cette approche. On était un peu seul dans les années 2013-2012, parce qu'on a commencé en 2013, on n'était pas encore partenaire HubSpot. Et je peux vous dire que j'ai vu la courbe grandir, et vous pourrez faire le test, hein, et faire quelques recherches là-dessus. Je pense que c'est quelque chose, de mon point de vue, qui est en train de s'imposer. Et donc l'idée de ce groupe, c'est effectivement un groupe d'utilisateurs HubSpot. Donc on convie tous les utilisateurs HubSpot à venir. J'ai cru voir dans la salle qu'il n'y a pas tant d'utilisateurs HubSpot que ça. Donc on a plutôt fait le choix, nous, de l'ouvrir au maximum. Parce que même si l'outil est excellent et tout le monde est des fans de HubSpot à tel point que je pense qu'on a presque le sang orange à force d'utiliser l'outil, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est la méthodologie, c'est toutes les bonnes pratiques qu'il y a autour de tout ça. Et sans vexer personne, je me retrouve Quentin, je pense que les outils aujourd'hui, ils se challengent entre eux, ils ont tous des atouts ou des inconvénients. Mais ce qui est vraiment important, à mon sens, c'est plutôt voilà, qu'on puisse discuter entre personnes qui souhaitent mettre en place ce type de méthodologie, qu'on puisse partager nos bonnes pratiques. Et si parmi nous, on peut tirer quelques conseils et gagner un peu de temps dans la façon de le mettre en place, ça peut être intéressant. Donc l'esprit du Hug, c'est ça. Là, c'est le tout premier. On est super content d'avoir, on avait à peu près 35 inscrits. Là, le challenge de HubSpot, c'était d'avoir au moins 20 participants. Donc c'est bon, on est qualifié. N'hésitez pas à faire passer le message si vous avez dans vos contacts des gens qui peuvent être intéressés par ces soirées.
Ce qu'on voudrait, nous, c'est que ça soit le plus participatif possible. Donc là, on a fait un premier programme de thèmes, mais le programme n'est pas gravé dans le marbre. Si on voit qu'il y a des sujets qui peuvent être intéressants, ce que je trouve de bien, c'est qu'on peut avoir des invités directs de chez HubSpot ou de l'écosystème HubSpot, donc des gens qui pratiquent ça depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, qui sont passés par toutes les étapes que vous allez rencontrer si vous mettez en place la méthodologie Inbound. Et on peut vraiment avoir la chance de profiter de cette expérience-là. Le site internet du Hug est disponible. On va mettre un petit formulaire pour vous permettre de faire passer votre feedback là, après la soirée et puis de nous dire un petit peu s'il y a des sujets que vous aimeriez voir traités, s'il y a des trucs qui vous intéressent en particulier, s'il y a des invités que vous aimeriez voir venir dans l'écosystème, ça se fera avec plaisir. Ou même pour partager vos expériences directement. Alors justement, le format de la soirée, on n'a pas prévu de slide, déjà parce que je suis un feignant et je regarde ma collègue qui stresse parce qu'en général, 5 minutes avant, j'ai toujours pas mes slides prêts. Donc Laure, non, je n'ai pas de slide ce soir. On ne va pas vous faire un cours magistral sur le marketing. Si vous êtes là, c'est que vous avez déjà entendu parler un petit peu de ça. Je pense que ce qui est plus intéressant au contraire, c'est peut-être qu'on va discuter, on va profiter de la présence de Quentin pour l'interroger. On a un petit fil conducteur où on va essayer de suivre ce fil-là. Mais l'idée, c'est que ça soit interactif. Donc, si vous avez envie de partager quelque chose que vous avez vécu avec vos équipes, vos clients, on a un peu de différents types de profils, n'hésitez pas à le faire. Levez la main, prenez la parole. C'est pas très grave si on sort un peu du cadre qu'on avait imaginé. Et je vous dis, franchement, il n'y a vraiment pas de slide. Donc, on va simplement se poser et engager la discussion. C'est bien, tu mets des attentes. Non, mais voilà. Pas avoir de slide. Moi, j'ai toujours peur après de vous faire un cours magistral. Pas... Non, puis avec une vingtaine de personnes en fait, dans la salle, autant en fait, justement profiter pour discuter et échanger en fait directement. Ça sera beaucoup plus riche que si on le fait. Enfin, tout ce qu'on pourrait vous raconter dans des slides, vous l'avez sur le site de HubSpot, sur le site des agences qui font ça. Il y a plein de monde qui parle de ça, donc je vais rien inventer de plus si je commence à vous présenter les slides. Alors, avant peut-être d'attaquer et de rentrer dans le dur, moi j'aimerais juste savoir si dans la salle, est-ce que vous avez... qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet-là? Pourquoi vous êtes là? Quelles sont vos attentes? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent nous dire un petit peu? On fait partie des utilisateurs HubSpot. Ouais, on a commencé par le CRM et après par la partie marketing. On ne connaissait pas en fait. On est rentré par le CRM gratuit. On utilise le payant maintenant, plus le marketing. Et je pense que là, on participe simplement parce que c'est un peu une secte en HubSpot en fait. Ça, c'est vrai. Et que par contre, on rencontre peu de gens qui utilisent réellement HubSpot au quotidien. Donc, c'est intéressant de partager des bonnes pratiques. Après, il y a des sujets, effectivement, à l'avenir qui nous intéresseront plus particulièrement. Je pense à la RGPD. Mais c'est en tout cas le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet et par l'outil en tant que tel. C'est ça qui nous a attirés. Et pas que des grosses boîtes. Ouais. Merci. Un peu le même constat, peut-être avec une casquette différente, celle d'agence partenaire aussi. Ça a du sens d'être présent. On est 3 agences ce soir avec vous. Et voilà, pour échanger sur les bonnes pratiques, la RGPD notamment, parce qu'on a reçu un mail hier encore. Et c'est vrai que c'est un sujet un peu touchy, aussi bien pour nous, notre utilisation perso, que pour celle de nos clients. Donc voilà, peut-être des attentes sur ce point-là, du moins ce soir. Alors, c'est pas le sujet. Non. Je sais bien. Mais c'est pas les bonnes personnes. Je sais pas Quentin, mais moi, c'est un sujet. Non, mais je te dis, on peut déborder un peu dans les échanges. Ouais, ça marche. D'autres. Chez Crypto, on a mis en place l'Inbound depuis fin 2015. Donc, c'est important aussi d'être là parce qu'on utilise l'outil depuis cette période. Pour pouvoir aussi rencontrer les gens. Vous utilisez la plateforme HubSpot? Oui. On a commencé par le marketing. Voilà. Et alors, juste une question, vous avez une équipe commerciale, vous êtes combien chez Qt? Une petite cinquantaine. On est une petite cinquantaine au total et on a une équipe marketing puisque le marketing c'est le même service. D'autres personnes?
Il n'y a pas de cellule, hein. Ok, on va attaquer. On va se poser du coup, ça fait un peu long pour magistral. Vous étiez timide, il n'y a personne qui voulait se mettre. C'est ça, c'est sûr. Donc, on va commencer par le début, et je vais m'adresser à Quentin. Qu'est-ce que le schmarketing? Parce qu'on ne dit pas marketing en fait, on dit schmarketing. Qu'est-ce que le schmarketing? C'est en fait justement, c'est l'alignement des équipes sales, commerciales et marketing. Donc c'est un mot valise qu'on a plus ou moins en fait utilisé en fait chez HubSpot. Et ce que ça veut dire en fait, c'est vraiment en fait donc l'alignement en fait de ces deux équipes, c'est de faire en sorte que ces deux équipes travaillent vraiment ensemble, éliminer en fait les commentaires habituels de les commerciaux, ils traitent pas nos leads, ils nous aiment pas. Le marketing, c'est des feignasses. Ils font des trucs, ils envoient des emails et ça sert à rien. C'est vraiment en fait s'aligner, aligner ces deux équipes, faire en sorte en fait qu'il y ait des objectifs communs et aussi créer en fait un champ de responsabilité entre les deux équipes et aussi créer des process des process en fait d'alignement entre les deux équipes en s'assurant justement que ces équipes en fait se rencontrent régulièrement, se donnent en fait du feedback mutuellement et améliorent en fait les différentes étapes pour justement que leurs objectifs en général commerciaux soient bien remplis pour que justement l'entreprise continue en fait dans sa croissance et arrive à atteindre en fait ces objectifs du coup et de croissance et d'expansion de cette manière. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, je pense qu'on va reprendre point par point. La première chose, c'est il existe de l'animosité entre marketing et commerciaux. Est-ce que parmi vous, il y en a qui vivent ces conflits-là ou qui ont des... ouais, est-ce que ça existe vraiment? C'est la guerre entre les commerciaux et le marketing? Tu vois, il va sourire. Pas du tout. Non. Nous, en fait, on fait partie d'une petite PME. On s'est déjà eu au téléphone, société Adept. Oui. Voilà. Oui, et donc, on grandit. Et malheureusement, entre marketing, où on est 4, et commerciaux, où on commence à devenir beaucoup plus volumineux. Voilà. Souvent, c'est marketing, mais nous, on ne fait rien. On est des feignants. Donc pas grand-chose. Donc ça, c'est le constat de départ, quoi. Il y a un conflit dans beaucoup d'entreprises. Enfin, je faisais un peu de provoque, mais on parle avec pas mal de monde et effectivement, tu l'as dit là. C'est ça. Je pense qu'on a vraiment cette mésentente entre marketing et sales. Donc je pense que le premier constat, là, nous on travaille avec l'industrie. Vous savez, l'industrie, c'est le commercial, c'est le roi en fait, dans le secteur industriel. C'est Pas que dans l'industrie. Pardon. Il n'y a pas que dans l'industrie, mais alors moi je l'ai vu de manière. Dans l'industrie, c'est un truc. Le commercial, c'est l'accès au marché, on parlait tout à l'heure, c'est la voix du client, enfin, il le pense. Et c'est vrai qu'il a l'impression que le marketing, c'est les filles qui servent à faire les plaquettes et le salon. Et organiser les salons, il y a un peu de ça. Hein, On caricature un peu. Je caricature, mais le trait n'est pas si gros que ça. Ouais. Dans ce que tu as dit, on a parlé d'objectifs. Donc ça, c'est la première chose, c'est que si on veut pouvoir faire parler les gens entre eux, leur mettre en fait des objectifs en commun, c'est la meilleure méthode. Simplement en fait en ayant des objectifs qui sont alignés entre les deux équipes, ça force en fait les deux équipes à travailler ensemble. Moi, ce que je constate dans beaucoup d'entreprises, c'est que je ne sais pas si c'est la faute du marketing, des sales, de la direction, c'est que je trouve que le marketing ne soit pas suffisamment intéressé par les autres. Je vais faire la parole des sales. Il n'est pas tout le temps très intéressé par les aspects commerciaux. Et pour parler avec beaucoup de responsables marketing, soit il n'y a pas d'intérêt, et ça je l'ai vu, quand on pose la question quels sont vos objectifs business pour l'année 2018, vous seriez surpris de voir le nombre de services marketing ou de responsables marketing qui n'ont pas cette donnée-là, qui ne savent pas quels sont les objectifs commerciaux pour l'année en cours. Je vous le dis, je l'entends. De l'autre côté, on a parfois des dirigeants qui ne partagent pas, qui n'associent pas le marketing à cette réflexion. Est-ce qu'il y a des responsables marketing ici? On va voir un petit peu comment la partie.
Est-ce que ça vous est arrivé de ne pas être au courant des objectifs commerciaux? Oui, oui, parce que par exemple, alors moi je suis dans le market produit, donc en fait, nous on va faire des prévisions, par exemple sur les lancements de produits, on va faire des prévisions de produits à l'année, donc on va en parler au directeur commercial qui est la plupart du temps d'accord, mais après lui quand il va faire son plan d'action commerciale, son budget, en fait il fait ses budgets par région de vente, par ligne de produit, mais en fait, on n'a jamais l'information. Vous n'avez pas l'information, alors on ne vient pas jusqu'à vous. Je crois que c'est c'est vraiment le problème, C'est ça, c'est principal le problème en fait. C'est que l'information en plus ne revient pas derrière. C'est-à-dire qu'en tant que marketeur, on va générer des leads, on va créer des leads, on va générer du trafic sur le site, on va créer en fait de la prise de conscience en fait de nos marques, mais on va avoir aucun retour en fait des équipes commerciales sur en fait l'effectivité de ces activités-là. Ce qui est dommage en fait aujourd'hui, justement sur le côté digital, en particulier sur le digital, où on est capable en fait de mesurer tout ça aussi. Donc c'est un peu bête en fait de pas le faire, tout simplement de pas le faire quand on a en fait les outils, la plupart des outils HubSpot, mais pas qu'HubSpot, le permettent. Et je viens en fait du recrutement, en fait du marketing recrutement, c'était la même chose. On faisait en fait des campagnes des campagnes en fait de publicité en général, et on savait pas en fait combien on avait de candidats qui étaient même embauchés au final. On allait avoir un nombre de candidatures reçues, mais on n'allait pas avoir la dernière data, la dernière donnée, le candidat en fait embauché. Donc la démarche marketing, ça commence par déjà discuter des objectifs. Alors, je sais pas est-ce qu'il y a des outils ou qu'est-ce que tu recommandes pour arriver à mettre autour d'une table des services marketing et des services commerciaux et qui se partagent l'information? Comment on peut faire? En fait, une des méthodes finalement, alors c'est justement en fait tout ce qui est le closed loop reporting, ce qu'on appelle closed loop reporting, avec mon meilleur accent français, qui est justement en fait qui sont en fait utiliser des outils qui permettent justement de faire le suivi du lead du début en fait de l'entrée en fait sur le site jusqu'à la clôture en fait du deal. Et aussi en fait avoir des réunions en fait régulièrement pour regarder où est-ce qu'on en est. Finalement, si les équipes commerciales sont un peu en retard sur leurs objectifs, ça peut être justement le moyen de dire au marketing, est-ce que vous pouvez en fait faire venir en fait un peu plus de leads en fait dans ce pipeline pour nous aider en fait à monter en fait un peu plus vite. Est-ce que dans vos entreprises, il y a des réunions qui sont calées entre marketing et sales? Est-ce que c'est des choses que vous avez expérimentées? Du tout? Peu? Pas assez? Donc, je pense déjà partager l'information, donc se mettre d'accord sur des choses basiques, peut-être même sans avoir besoin, mais déjà un tableau Excel où on retrouve par mois les différents indicateurs à la fois marketing et commerciaux. Je pense qu'un truc important aussi, c'est de les partager dès le départ. C'est s'assurer que ce n'est pas le marketing qui fixe les objectifs d'un côté et les sales de l'autre côté. Et ce que vous pouvez faire, je l'ai vu chez des clients, pour construire ça, une des façons de le faire, c'est d'essayer d'analyser votre pipe actuel, de voir un petit peu combien de clients vous devez rentrer par mois par rapport aux objectifs de chiffre d'affaires. Donc, c'est des calculs tout simples. Hein. Mais encore une fois, vous seriez surpris du nombre de boîtes qui ne font pas ces calculs-là. Vous avez un chiffre d'affaires annuel à faire, vous le divisez par 12, ça vous fait un chiffre d'affaires mensuel. Vous connaissez en général à peu près le panier moyen, c'est pas aussi simple que ça, mais d'un client, c'est pas tout le temps le cas, et ça peut être variable, mais vous essayez de trouver un indicateur, ça vous donne un nombre de clients à générer. Vous connaissez le taux de closing de vos commerciaux. Normalement, vous savez qu'un commercial au doigt mouillé devrait pouvoir vous dire, en général, sur 3 devis ou 3 opportunités, j'en signe 2. Vous faites peut-être avec des chiffres un peu de ce type-là. Et puis après, sur le marketing, de prendre la suite en disant quels sont les taux de conversion sur notre site internet, quel est le nombre de visites, et vous remontez progressivement jusqu'aux visites pour savoir comment vous allez pouvoir attirer des visites et des leads. Simplement créer en fait un tableur Excel avec vos taux de conversion. En fait, on a des exemples. Jérémy avait une question. J'ai une question par rapport à ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord que les sales et le marketing, c'est pas toujours en connexion. Mais comment tu fais quand la partie sales elle est gérée par le dirigeant et quand on connaît l'ego de certains dirigeants qui n'écoutent pas forcément ce qu'on peut leur dire
qui eux assimilent à une remontée du bas vers le haut. Comment tu fais dans ce cas-là? Pour ma part, je cite ça parce que c'est ce que je peux rencontrer parfois. Et on me dit, alors quand j'explique qu'il faut faire des réunions pour faire remonter, c'est collectif, c'est dans le but commun, on me dit, j'ai pas le temps. La contrainte du temps, bon, tout le monde, hein, ça concerne tout le monde, personne n'a le temps de rien, d'accord? Mais comment tu fais pour… Moi là, ça m'interroge sur qu'est-ce qui a été, comment ça a été vendu en interne en fait. C'est-à-dire que si tu mets en place ce type de démarche, C'est avant même de vendre. Hein. D'accord. Avant même de vendre, c'est-à-dire que ils veulent aller plus loin, ils veulent se développer tout ça. En l'occurrence, pour nous, à chaque agence, quand on veut aller leur vendre nos prestats, on leur explique exactement ce que tu viens de dire. Mais ils te disent, j'ai pas le temps de faire les réunions, c'est moi, dirigeant, qui fait la stratégie, c'est moi, dirigeant, qui vend. C'est moi que les clients voient. Moi, ma façon de faire, je pose des questions basiques et la plupart de ce type de dirigeants que tu décris là, ils ne savent pas répondre à ces questions basiques qui sont combien de clients vous devez avoir cette année pour espérer faire votre chiffre d'affaires. On va avoir des dirigeants qui vont dire je vais faire plus 10%. Tous les jours au téléphone. Ok, d'où vient ce plus 10%? Comment vous le construisez? C'est quoi? C'est des tendances marché? Vous sentez que ça bouge et que vous allez augmenter 10%? On construit aussi des objectifs commerciaux avec la data. Et ça, je pense que quand vous avez ce genre de difficultés en interne, c'est pour ça que reposer les choses dans le tableur Excel, ça cadre tout de suite. Les chiffres ne mentent pas. Et le problème, enfin la difficulté entre le marketing et les commerciaux, elle vient souvent de là. C'est que les commerciaux gardent l'info pour eux. On a beaucoup de mal parfois à avoir les données. Combien de visites tu fais, combien de touches tu fais, combien d'emails tu envoies tous les jours. Oui, et puis en général, c'est ça, c'est que sur certaines équipes commerciales en fait, plus traditionnelles, une hygiène CRM, ça n'existe pas en fait. Personne n'est responsable de ça et du coup, en fait, les transactions, enfin, les deals dans HubSpot ou les opportunités dans Salesforce, si on veut utiliser ce genre de terminologie, elles sont créées en fait à la dernière minute. Et en gros, on n'a pas justement d'infos de pipeline. Mais ça, c'est aussi en fait ce dirigeant-là, il a aussi besoin d'apprendre à déléguer. Aussi un peu, il a aussi besoin d'avoir en fait une vraie position de leadership où il manage en fait son équipe et il donne en fait aussi certaines de ces responsabilités-là à des personnes qui ont cette expérience-là. Surtout s'ils veulent se développer comme ça avec du 10% tous les ans, etc., où ils vont avoir besoin justement de mettre en place des process aussi. Ce qui a certainement jamais été fait en fait dans ce type d'entreprise avec ce type de dirigeants. C'est aussi en fait leur donner en fait leur donner en fait le pouvoir de dire en fait vous êtes un leader, vous devez décider en fait, vous devez prendre des décisions pour vos équipes et vous devez aussi apprendre à déléguer pour justement vous focaliser sur vraiment les points importants de la gestion en fait, de votre entreprise. L'aspect en fait commercial au jour le jour, il doit être entre les mains d'une autre personne. Il ne faut pas trop se focaliser sur l'outil déjà. L'hygiène, ce que tu appelles l'hygiène CRM ou CRM, c'est pas uniquement le nom du logiciel, c'est la façon de gérer toute la relation client, où on stocke l'info, etc. Je pense que la donnée, elle est importante. Il y a un autre mot que tu as cité qui est la notion de process. Et là encore, vous seriez surpris du nombre d'entreprises qui n'ont pas vraiment de process établi en termes de suivi d'activités à la fois marketing et commercial. Moi, j'ai fait il y a quelques temps, j'ai organisé une soirée un peu comme celle-ci, c'était que des dirigeants, qui sont des dirigeants en plus du domaine du digital. C'était pour un réseau que je ne vais pas citer, mais un réseau un cluster là, de boîtes du digital. J'ai posé la question, connaissez-vous le nombre de visites sur votre site internet? Connaissez-vous le nombre de contacts générés par votre site internet? Il n'y avait pas la moitié de la salle, je crois que c'était moins de 30% de la salle qui connaissait la réponse à cette question. Donc, il y a aussi un peu de responsabilité du marketing. Moi, je vais encore défendre un peu les scènes qui parlent beaucoup en termes d'un dirigeant, le vocabulaire qu'il comprend, et des commerciaux, le vocabulaire qu'il comprend, c'est le business, c'est les affaires, c'est le chiffre. Si vous commencez à lui parler de réseaux sociaux, de likes, de blogs, c'est l'essentiel du boulot, c'est ça qui génère le trafic. Mais je pense qu'une erreur que font beaucoup de responsables marketing quand ils entament ce genre de discussion, c'est d'avoir tendance à avoir des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs que peuvent comprendre des dirigeants ou des commerciaux. Commercial, si vous lui parlez de like ou de reach sur Facebook, il va être content, il va dire, moi j'ai eu des clients qu'on a perdus avant qu'on soit partenaire HubSpot, on était super contents, on avait augmenté le trafic et on avait augmenté le nombre de followers sur Twitter.
à la fin, il ne renouvelle pas le contrat puisqu'il n'a pas vu la monnaie, quoi. Donc ça, c'est la première chose, il faut se mettre d'accord sur le vocabulaire, sur les process, sur les objectifs. Le vocabulaire est un truc important. Vous seriez aussi très surpris du nombre de boîtes qui n'ont pas une définition précise de ce qu'est un prospect ou un lead, de qu'est-ce que c'est qu'un lead qualifié. Est-ce que vous avez fait ce travail-là de définir les choses, en fait. Je ne sais pas comment vous faites chez HubSpot, mais... Alors, chez HubSpot, on est un bon exemple et pas un bon exemple, en fait, dans le sens où on a en fait ce qu'est en fait un prospect qualifié. Tous les ans, en fait, on resserre les taux parce qu'on est dans cette position en fait, où on génère énormément de leads. Du coup, en fait, en haut d'entonnoir, on génère en fait beaucoup de leads. Et ce qui fait qu'en fait, d'année en année, on est obligé de resserrer les taux. Ce qui est un bon problème pour nous, mais qui, je pense, est le problème de personne dans la salle aujourd'hui. Si? Super. Bravo. Mais voilà, en fait, ça, c'est une des difficultés. Voilà, c'est qu'avec la quantité en fait, de leads qu'on a, on resserre les taux. Du coup, on est bien aligné en fait, là-dessus sur ce que c'est. On retravaille nos personas de façon régulière. Enfin, notre question, celle-là, mais bon, on retravaille en fait justement pour bien cibler. Et ça, c'est un travail en fait où justement, si on veut avoir des équipes commerciales et marketing qui travaillent ensemble, ce travail de définir ce qu'est un lead qualifié, c'est un très bon travail, c'est un très bon exercice parce que pour une fois, en fait, le marketing a l'occasion de dire aux commerciaux, ben, en fait, je veux vous entendre, je veux que vous me disiez en fait ce que c'est, en fait, qu'est-ce que vous voulez voir, en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous envoie. Faites-moi votre liste au Père Noël. Nous, ce qu'on fait, on organise des petits workshops où on invite les commerciaux de nos clients, on invite la responsable marketing et faites l'exercice de leur demander, bon, les objectifs, on en a parlé, ça c'est le premier truc, est-ce qu'on est tous d'accord sur la vision, est-ce qu'on partage la même vision de l'entreprise, est-ce qu'on sait où veut aller l'entreprise, c'est plus des questions de management à mon avis que de ce marketing. Le deuxième point, après les objectifs, c'est de se mettre d'accord sur les définitions et faites le test, demandez à avant de dire le lead qualifié, c'est ça, demandez à vos commerciaux chacun d'exprimer ce que c'est qu'un lead qualifié. Je vous garantis que si ce travail n'a jamais été fait, s'il y a 6 personnes autour de la table, il y aura au moins 5 définitions différentes. J'étais encore hier chez un client et sur 6 commerciaux, il n'y en a pas un qui était d'accord. Et ça arrive en fait très régulièrement. Donc il y a aussi un travail de synthèse à faire du marketing avec l'accord du leadership commercial. Ouais, parce que si on n'a pas en fait leur accord, en fait, ça ne sert à rien en fait, de les inclure dans la discussion. Et alors, un truc en fait qui est dommage, c'est que cette discussion, on tend à l'avoir au début en fait chez HubSpot, au tout début, ce qui fait qu'en général, on travaille avec les équipes marketing qui sont encore un peu frileuses parce qu'elles apprennent à mettre la main en fait, sur l'outil et justement, on a assez rarement en fait, l'occasion d'inclure les équipes commerciales. Quand, avec mes clients en fait, avec lesquels je travaille sur la continuité, en fait, qui refont ce travail-là après 1 an ou 2 ans, je fais en sorte en fait, que au moins un dirigeant en fait, des équipes commerciales en fait, ou un des managers commerciaux en fait, soit sur l'appel. Parce que leur avis en fait, est super important. Aujourd'hui, en fait, si on n'a pas en fait, leur retour, on peut se planter, en fait, tout simplement. On peut travailler, essayer en fait, d'envoyer des leads qui ne sont pas super qualifiés, donc qui ne vont pas être travaillés par les commerciaux. D'où la mauvaise réputation en fait, du marketing qui ne fait rien, puisque les leads qui sont envoyés ne servent à rien. Et il y a aussi en fait, le fait que du coup, on va concentrer nos efforts de haut d'entonnoir pour qualifier des leads d'une certaine manière qui n'est pas bonne. Donc en fait, tout le travail en fait, qui est fait derrière, on perd en qualité parce qu'on n'a pas justement intégré en fait, les commerciaux qui ont un retour en fait, super important. Pour le coup, en fait, ils parlent aux prospects toute la journée. Ils ont en fait le pouls sur ils ont leur doigt sur le pouls du marché, donc ils ont quand même des idées. Alors après, bien évidemment, il faut faire ce travail de synthèse aussi, et il faut faire la part des choses, parce que si on demande en fait la liste au Père Noël, on sait qu'on va... Enfin, c'est rare en fait qu'on fasse la liste au Père Noël sans demander un poney, quoi. Donc... Nous, on est arrivé à un stade où on n'engage pas de discussion. On n'avance pas avec une entreprise si on n'a pas autour de la table, dès le début des discussions, la direction commerciale. C'est-à-dire que moi, je ne vends plus de services inbound marketing si la direction commerciale n'est pas autour de la table. Parce qu'il nous arrivait d'en vendre, de convaincre le marketing, de convaincre le dirigeant, et puis de s'apercevoir au moment de lancer le projet, de commencer à faire les personnages, les blogs, etc. Avec les commerciaux, ça ne les intéresse pas. De commencer à générer des leads, et puis au bout d'1 an, de s'apercevoir que les leads n'ont pas été tous appelés, et ça c'est la meilleure façon de
d'échouer une méthode, la mise en place d'une méthodologie. Après, il y a des trucs simples à demander. Je pense qu'au démarrage, sur la qualification, la définition de ce que c'est un bon lead, c'est quelque chose de très important, mais il ne faut pas se mettre trop de... Enfin, on n'est pas HubSpot, on ne génère pas tous 50 000 visites par jour. Enfin, je ne sais pas comment vous en faites, mais l'idée, c'est d'être peut-être large, mais au moins d'avoir quelques critères. Une chose qui est sûre, c'est que vous ne pouvez pas vendre vos produits à tout le monde. Ça, c'est faux. Et ça, il y a beaucoup de commerciaux qui ont du mal à le comprendre. Oui, mais si on commence à plus... Non, mais ça m'intéresse. Moi, j'étais chez un client hier qui vend des produits, de matières premières en gros, différents types de matières premières. Et il y avait tout un débat sur le montant minimum de la quantité commandée, en fait. Et ça allait de 25 kilos, parce que c'est le packaging minimum, jusqu'à... la notion du minimum était 25 ou une tonne, quoi. Il n'y avait pas un commercial qui était d'accord sur qu'est-ce que c'est que le montant minimum de commande qu'on accepte d'un client. Donc ça c'est une vraie discussion à avoir, et c'est les discussions qui sont les plus difficiles, mais les plus riches par rapport à ce que vous allez pouvoir derrière sortir. Et ça vous permet aussi d'avoir, quand on a ces débats dans une entreprise, d'aligner très tôt les gens, parce que ce marketing, c'est une question d'alignement. Et quand vous engagez vos commerciaux et vous leur demandez leur avis dès le début, c'est une bonne façon de les aligner sur ce qui va se passer par la suite. C'est plus facile derrière de leur expliquer à quoi sert tout le travail qu'on met en place derrière. En gros, c'est ça, en fait. C'est d'abord combien on veut vendre, qu'est-ce qu'on doit vous envoyer, et ensuite, c'est aussi discuter, comment on va vous l'envoyer. Je pense qu'il y a cet aspect, en fait, la passation de pouvoir, entre guillemets, du lead, du marketing au commercial, elle est aussi super importante. C'est un process qui est généralement négligé. Combien de personnes, en fait, ici ont un process, en fait, de passation des leads entre le marketing et les commerciaux? Moi, c'est intégré chez moi. C'est-à-dire que mon outil de gestion de campagne, il se déverse après, le lead se déverse dans le CRM de mes commerciaux. D'accord. Okay. Après, c'est plus compliqué de suivre ce qui se passe, quoi. Okay. Parce que le commercial ne va pas forcément... Et est-ce que vous regardez justement, en fait, combien de ces leads, en fait, vont être contactés à 24-48 heures, par exemple? Ouais, ça, j'arrive à le suivre, à condition que le commercial ait mis l'information dans le CRM qu'il a généré un appel vers l'interlocuteur. Est-ce que c'est une obligation qu'ils ont ou c'est... Ouais, mais... Et il y a quelqu'un pour... Mais ça, justement, sur ces réunions, en fait, commerciales et marketing, c'est le moment de dire, tiens, aujourd'hui, on n'a que 70% en fait, des leads qui sont contactés à 24 heures. Or, on sait qu'un lead, plus on attend en fait, pour le contacter, plus il refroidit en fait, et vite. Du coup, sur ces leads-là, en fait, il faut... Et s'ils n'ont pas été contactés, dans ce cas-là, c'est aussi avoir le process inverse dans cette idée de recevoir du feedback, de dire, je ne l'ai pas contacté parce qu'en fait, il est hors cible. Tout bêtement, ça peut arriver aussi. Hein. On n'est pas ça veut dire. Ça va. Justement, je l'ai appelé hier. L'autre, le hors-cible. Le hors-cible. Bon, dans ce cas-là, c'était son travail de le marquer. Le hors-cible, c'est une chose qui va arriver. L'autre, c'est, en fait, il n'est pas encore dans un processus d'achat. Il vaut mieux que le marketing, en fait, continue à le travailler pour attendre, en fait, qu'il lève sa main à nouveau. Mais ça, en fait, c'est notre pouvoir aussi en tant que marketeur, en tant que commercial, de dire, ou en tant que manager commercial, de dire, bon, aujourd'hui, on a 70%, pourquoi les 30% ne sont pas qualifiés? Et les mecs, faites-le, quoi. Tout bêtement. C'est un critère qui n'est pas souvent pris en compte dans le qu'est-ce que c'est qu'un lead qualifié, les fameux MQL pour ceux qui utilisent déjà un petit peu HubSpot. Un MQL, un lead qualifié par marketing, on peut avoir des questions sur la taille de l'entreprise, la zone géographique, sur l'interlocuteur. Mais très peu de gens pensent à mettre des données comportementales, en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est engagé? Si c'est un prospect qui est venu juste télécharger un tout petit truc sur votre site, est-ce que ça a du sens d'engager une démarche commerciale? Est-ce qu'il est chaud, en fait? Et c'est là, c'est ce que tu disais, en fait. Et c'est derrière, à quel moment on l'envoie? C'est pas seulement est-ce que c'est un bon profil, parce que ça, c'est assez facile en général à déterminer. C'est à quel moment c'est judicieux de demander à un commercial de le contacter. Et ça, on n'y pense pas beaucoup, en fait. Il y a peu de boîtes qui pensent à ça. Et on appelle tout le monde et on perd beaucoup de temps. Ça génère de l'insatisfaction chez les commerciaux parce qu'ils ont l'impression de perdre beaucoup de temps. Et c'est là aussi, quand tu parlais de close loop reporting, c'est là qu'il faut en permanence échanger. C'est jamais gagné, en fait. C'est ça, en fait. C'est s'assurer justement que ces entonnoirs en fait, fonctionnent
et qui ne sont pas bouchés en fait. Enfin voilà, c'est s'assurer que les process en fait qui sont mis en place sont respectés. Je conseille pas en fait de faire des process super compliqués, surtout quand on a des équipes commerciales qui sont dynamiques et plus traditionnelles. Avoir en fait sur cette partie en fait de passation, avoir 4 ou 5 étapes, ça suffit en fait. Le lead a été contacté, j'ai une démo qui a été faite. Je préfère en fait démo faite que démo mises en place dans le calendrier. Parce qu'au moins la démo faite, on sait qu'il y a quelque chose qui a été fait. En fait, on a une action. C'est pas dans, il y a une dans la démo en fait et dans le calendrier, il y a une potentialité que j'aime pas trop. Mais bon, ça, après c'est autre chose. Le lead est rejeté parce qu'il est hors cible. Le lead est rejeté parce qu'il n'est pas assez chaud. Il a besoin d'être nurturé un peu plus. Et ensuite, la dernière étape, c'est j'ai créé une opportunité. Je suis en fait en discussion commerciale en fait avec cette personne. Est-ce que vous avez dans la salle défini comme ça des colonnes bien précises dans votre pipeline commercial? Vous avez construit avec l'équipe commerciale. Comment ça a été construit chez QTO? Alors, déjà, nous, on a un pipeline pour tout ce qui va être marketing, c'est-à-dire jusqu'au flux, quoi. Simple. Après, on a une transition MQL vers SQL. Donc, on a un certain nombre de stades qu'on a définis effectivement sur la partie haut du funnel. Et puis après, il y a le pipe commercial en lui-même, où là, effectivement, il y a des stades qui vont chercher sur effectivement le fait qu'on ait identifié les bons interlocuteurs, qui soient cœur de cible, qui ne soient pas cœur de cible, etc. Mais en fait, c'est un prolongement. En fait. On a une partie de l'entonnoir qui est haute et qui va se prolonger chez SS. Avec l'avantage, c'est que chez nous, c'est la même équipe. C'est les mêmes personnes et c'est dans les mêmes bureaux. Et les commerciaux font du marketing et les marketeurs font du commercial. En fait, c'est un système de tamis, en fait. On est d'accord. En fait. On tamise, en fait. On tamise, mais on tamise, quoi. En fait, le gain, en fait, tombe de plus en plus, en fait, et chaque tamis correspond, en fait, à un niveau, en fait, du processus, quoi. Et ce qu'on a remarqué chez nos clients, du coup, on voit beaucoup de clients qui traitent de ces sujets-là et entre chez nous. Enfin, moi, j'ai l'impression que cette opposition, en plus, sales et marketing, elle est très liée à une espèce de frontière qu'on s'est créée. En disant, grosso modo, le marketeur, il doit fournir un lead qualifié. Donc, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un lead qualifié, qu'est-ce que je dois fournir, etc. Et souvent, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'en marketing, on se dit, bon, ok, c'est bon, je leur ai filé des leads, j'ai fait le boulot. Ah, j'ai mis l'objectif, j'ai filé tous mes MQL. Et puis après, les commerciaux reçoivent ça, et puis ils se disent, ouais, bof, voilà, eux, ils ont d'autres canaux aussi, ils n'ont pas que ça, hein, ils ont leur réseau, etc. Et c'est une source parmi tant d'autres. Alors qu'en fait, j'ai envie de dire, il faudrait prolonger la responsabilité du marketing vers les sales et la responsabilité du sales, la faire remonter vers le marketing. De façon à ce que. Il parle du SLA. C'est ça. Donc, c'est la notion de Service Level Agreement. C'est ça. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont un document comme ça, écrit, qui précise les responsabilités du marketing des sales? Est-ce que vous avez mis ça sur le papier? Ça, c'est une très très bonne façon de... Quand on écrit les choses, en général, c'est très différent de ce qu'on dit pendant une réunion. En fait, alors, sans vouloir ensuite avoir une logique de gratte-papier, mais c'est marqué, c'est comme ça, sans le dire, en fait, c'est comme ça, mais pouvoir en fait le faire aussi en fait de temps en temps, comme l'exemple en fait tu as rejeté le lead, mais tu l'as rejeté, mais tu l'as pas marqué dans le système. Faut le faire, quoi. C'est ce que je sais plus son nom en fait, mais c'est un restaurateur aux États-Unis qui a Gramercy Tavern, enfin à New York, en fait, qui sont des restaurants en fait plutôt haut de gamme et qui a ce système de constant gentle pressure. Donc en fait de pression constante et douce, de dire en fait, bon bah si le serveur en fait ne met pas les salières là où il faut, je les corrige, je lui montre, je ne m'énerve pas. Mais je lui rappelle en fait que les salières, il faut qu'elles soient comme ça en fait sur mes tables. Et c'est en fait de la même façon en fait, qu'on peut faire ça. Rappeler en fait aux commerciaux. Aujourd'hui, on avait 70% des leads qui n'ont pas été appelés ou quoi. Pensez à bien mettre à jour en fait votre CRM. C'est pas besoin en fait d'être émotif en fait là-dessus. C'est juste en fait rappeler en fait la SLA régulièrement et aussi en fait accepter que ça veut aussi dire qu'on va le prendre en fait aussi de notre côté quand on n'a pas fait le travail. Mais ça c'est juste, je crois. Du coup, ça pose la question aussi de cette fameuse c'est le problème des commerciaux. Ils ne remplissent pas le CRM. Moi, je l'entends 10 fois par jour, les commerciaux ne remplissent pas le CRM.
En même temps, quand vous voyez des fois les CRM qui ont été choisis par certains dirigeants, vouloir remplir le CRM en soi, c'est déjà un challenge, quoi. Donc, je pense que c'est là que la technologie est intéressante. C'est là que se pose la question de quelle technologie on va pouvoir utiliser. Parce qu'on a clairement aujourd'hui, ceux qui utilisent le CRM HubSpot et les outils Sales Pro devraient normalement partager mon avis, mais on a des outils qui font que 80% du CRM, j'exagère peut-être un peu, mais est quasiment rempli tout seul en fait. Je passe un coup de fil, le coup de fil est consigné. J'envoie un email, l'email remonte tout seul. Je fixe une réunion, la réunion apparaît directement dans la timeline du truc. Ce qui fait que le marketing n'a pas besoin de demander l'info. Nous, on l'a mis en place à l'agence, on n'est pas une grosse équipe. Mes collègues, elles n'ont pas besoin de venir me demander le lead qu'elles généré. Elles font un point une fois par semaine, une fois par mois, et elles savent ce qui est advenu des leads. Parce qu'il y a tout un tas de choses que je ne remplis pas. Et puis moi, Dieu sait que je suis très très mauvais, je ne remplis pas le CRM. Mais il se remplit tout seul. Il se remplit tout seul. J'ai un carnet de notes, en fait, plein de notes à mettre avec mes derniers calls clients. En fait, j'ai à peu près 10 jours de retard. Mais bon, je le sais. Mais voilà, si en plus, une des façons d'aider vos commerciaux, parce que c'est assez rarement de la mauvaise volonté. Il y a deux choses qui expliquent que les commerciaux ne remplissent pas le CRM. L'outil qui est très mal foutu, et ça c'est très 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 fréquent. On a une capacité en France, je ne sais pas si c'est propre à la France, mais je ne traite que de la France, à choisir des CRM exotiques, c'est hallucinant en fait. Chacun a l'impression qu'il a besoin d'un CRM particulièrement adapté à ses situations. En fait, le commerce dans toutes les boîtes marche à peu près pareil. Et plutôt que d'aller inventer le truc spécifique pour mon business, parce que mon business est spécial, bon, je prends un CRM a priori qui est bien cogité. Et puis il y a aussi cette passion en fait, de créer en fait, des solutions homegrown. Ouais, En fait, je veux mon CRM que j'ai construit, moi-même en fait. Parce que pour des raisons de sécurité, de serveurs, etc. Enfin, bon, des raisons diverses et variées qu'on entendait beaucoup, surtout avant en fait, que le cloud en fait, soit vraiment développé en fait, sur ce genre de technique. C'est ça, on a encore des restes de la préhistoire avant cloud qui restent encore un petit peu. Et l'autre truc, c'est le problème de la transparence. Moi, je le vois très fréquemment dans les équipes commerciales, quand vous avez des équipes très traditionnelles qui ont toujours eu ce pouvoir d'avoir l'information et de la partager un petit peu quand ils ont envie. Vous vous retrouvez du jour au lendemain avec un truc où le CRM remplit tout seul, je vois un email, le mail apparaît. Donc, ça met sur le tapis un petit peu toute l'activité commerciale. Donc, ils se sentent très souvent, certains commerciaux, à tort, parfois à juste raison, parfois non. Ah bah tiens, et je vous dis, j'ai eu hier, pas plus tard qu'hier, une réaction comme celle-ci, mais on est interchangeable. On est devenu interchangeable. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes en train de m'expliquer que demain, si c'est Céline qui prend ma place, c'est pareil en fait. Le rôle du commercial, enfin pas le rôle, posture, c'est d'expliquer que c'est grâce à lui qu'il y a du business. Donc, si on lui génère des choses et on lui dit va appliquer. Et là, je pense caricature. Non, mais c'est ça. Et là, je pense que le rôle des dirigeants, il est hyper important dans la conduite du changement, un truc qu'on néglige beaucoup. J'ai vu les cas extrêmes des deux côtés, des gens qui n'ont pas du tout anticipé, qui installent HubSpot, qui déploient Inbound, on installe HubSpot, on déploie le CRM, allez, c'est parti sur toutes les filiales. J'ai un cas comme ça où il y a 5 pays différents. Et puis on se retrouve avec des commerciaux qui freinent, alors que l'outil est 10 fois meilleur que l'outil que vous utilisez, mais il y a quelque chose qui se passe. J'ai eu justement en fait, cette histoire-là justement avec un des clients que j'ai rencontré ce matin, qui expliquait qu'en gros, alors leurs équipes commerciales sont assez juniors, ils savent que ils ont un turnover qui est assez élevé, bon, et ils se rendent compte en fait qu'en gros, les nouveaux entrants qui utilisent le CRM HubSpot, qui utilisent les solutions qu'ils ont aujourd'hui, sont satisfaits en fait des solutions, trouvent que les outils sont super. Les plus anciens ont plus de mal en fait à s'adapter et à accepter en fait la mise en place des nouveaux outils où on leur met en place des modèles d'email, des outils en fait de séquençage d'email en fait où ils peuvent envoyer en fait des suites d'emails de façon un peu automatisée, où ils ont en fait l'impression qu'on leur sort en fait leur pouvoir en fait des mains. Ce qui n'est pas forcément le cas en fait. C'est leur faire en fait gagner du temps finalement, parce que toutes les bonnes pratiques. Et c'est là, en fait, je pense d'ailleurs qu'ils font une erreur, c'est que toutes les bonnes pratiques, en fait, tout ce qu'ils font bien, c'est justement l'occasion en fait, de montrer qu'ils sont capables aussi de le partager et de mettre en fait, ça en forme de façon à ce que tout le monde en, fait, en profite aussi. Alors, la formation que je faisais hier, donc il y avait une équipe commerciale, je parle un peu de ça parce qu'elle est toute fraîche, je trouve que c'était assez symptomatique. Il y avait des dirigeants qui étaient présents, qui est quelqu'un qui est très attentif à la conduite du changement.
Et en fait, il laissait les commerciaux parler. Et quand on a commencé à présenter la timeline, sur HubSpot, vous avez le suivi du prospect. Quand une des commerciales qui commençait à se rendre compte que, en fait, on allait même presque plus lui demander de remplir le CRM, que tout ce qu'elle ferait serait automatiquement indexé dans le CRM, puisqu'on a connecté à Outlook, etc. La réaction, c'était ouais, mais non, mais moi, non, enfin, elle sentait. Et la réaction du dirigeant, ça a été de lui dire qu'est-ce que vous perdez? Et vous pouvez poser cette question à vos commerciaux. Faites-leur exprimer ce qu'ils perdent, ce qu'ils ont le sentiment de perdre. Souvent, ça permet de crever un peu l'abcès et de dire et de poser ces choses sur le tapis. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il faut les poser sur le tapis parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que si vos commerciaux ne prennent pas en main le truc et ne jouent pas le jeu, toute votre démarche marketing ne fonctionnera pas. C'est vous qui serez sur la sellette. Parce que c'est à vous qu'on viendra dire vous avez dépensé 50 000 € l'année dernière pour faire de l'inbound marketing et on n'a pas vu le résultat. Et si vous avez comme résultat montré que des visites et des leads, ça ne suffit pas. Ce qu'on veut voir, c'est être capable de savoir le chiffre d'affaires tracé derrière. Donc c'est dans votre intérêt de crever ces abcès-là et d'arriver à le mettre sur le tapis. Et ça, en fait, l'automatisation des outils, en fait, la chose principale qu'ils vont perdre, c'est justement de l'admin. Que personne ne veut faire finalement. Pourquoi est-ce que j'ai 10 jours de retard sur mes notes? Parce que je ne peux pas faire d'admin. Enfin, ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est que bon, c'est dans ma liste de priorités, c'est super bas. Donc, bon. Et comme le management, en fait, mon management n'est pas particulièrement en fait, tatillon là-dessus, je sais que c'est un truc en fait que je peux mettre pour plus tard. Il y a peu de dirigeants qui osent taper du poing sur la table devant des commerciaux. Je peux vous garantir que tu parlais de dirigeants. Moi, je n'en connais pas beaucoup des dirigeants un peu égocentriques, mais c'est ceux qui gèrent la fonction commerciale eux-mêmes, en fait. Ouais, mais souvent, ils sont entourés de... Bon, c'est peut-être sur des petites structures, mais souvent, les dirigeants sont entourés de commerciaux. Moi, dans les entreprises que je rencontre, souvent, le dirigeant, il a un peu de mal à un moment donné dire à ses commerciaux bon, maintenant, vous allez vous mettre autour de la table, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est un peu loin à mettre en place. Donc, on parlait de technologie. Ouais. C'est quoi la place de la technologie de ton point de vue là-dessus? On va parler peut-être un petit peu d'HubSpot sur qu'est-ce que vous mettez en place pour justement faciliter cette discussion entre commercial et marketing? Est-ce que tu as des exemples d'outils? Justement, en fait, ça va être justement surtout la partie en fait CRM, c'est tous ces éléments en fait de pipeline dont on mentionnait en fait qui sont mis en place, qu'on peut mettre en place et configurer dans HubSpot de façon automatique. Enfin, de les mettre en place en fait. Je préfère manuellement parce que par défaut n'est pas super. Enfin, bon, c'est par défaut, donc voilà, c'est là où on a la main, on peut mettre en place nos process et on peut en fait du coup voir le reporting à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, on peut voir, bon, il y a eu tant de leads nouveaux, on peut créer en fait des listes pour faire remonter les nouveaux leads qualifiés qui ont été contactés ou pas contactés à plus de 48 heures. On peut en fait faire tout ce travail-là de façon en fait l'automatiser pour pas avoir en fait à faire de reporting dans Excel. C'est quand même pas mal. Et on a aussi en fait justement tous ces outils, aussi en fait tous les outils qui sont mis à la disposition des commerciaux pour justement aussi prendre la main sur les leads et continuer en fait leur travail, continuer en fait avec des automatisations. Un des outils en fait que j'apprécie particulièrement personnellement, c'est l'outil de meeting, en fait, de mise en place de calendrier. C'est connecté à mon calendrier. Ça, je mets en fait les heures en fait où je travaille, où je suis prêt à prendre des rendez-vous. Et au lieu en fait de faire du ping-pong avec mes clients, est-ce que tu veux faire un appel à 10h30? Non, je préfère à 14h30, etc. Mon client en fait va dans mon calendrier, voit les disponibilités et prend en fait et boucle du temps en fait directement. Moi, ça me sauve du temps, ça sauve du temps à mon client. Et on peut avancer en fait comme ça sur des discussions. Après, là, je suis plus sur une partie en fait customer success en fait, vu que je suis vraiment dans la pré-vente, mais sur un commercial qui doit justement mettre en place une démo avec un client ou un premier appel, au lieu en fait, bon alors bien évidemment un commercial doit toujours prendre son téléphone d'abord pour prendre en contact, mais si on n'arrive pas à avoir toujours pas, on a rarement en fait la personne à la première tentative. Au lieu de dire, vous nous avez contacté, est-ce que vous êtes disponible jeudi à 14h30, dire, réserver en fait un créneau horaire avec moi directement dans mon calendrier. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. On parlait d'alignement entre marketing et sales. Je discutais avec un compte du social selling et il parlait lui plutôt d'alignement du marketing et des sales ensemble avec le client. En fait. Et aujourd'hui, on a tendance un peu à oublier le prospect, le client.
les prospects, les clients, ils veulent vous parler quand ils ont envie de vous parler. Ils ne devraient pas avoir à subir votre inorganisation ou votre indisponibilité. C'est la discussion que j'avais avec des commerciaux hier. Il y en a une qui gérait la partie USA. Et en gros, elle commence sa journée à 9h. Aux USA, je ne sais pas quelle heure il doit être au milieu de la nuit ou un truc comme ça, 5h du mat. Ça veut dire qu'en gros, il y a des clients qui peuvent la contacter qu'une partie de la journée. Alors, on ne va pas lui demander de venir travailler la nuit, mais c'est aussi à ça que sert le marketing. Quel outil on peut mettre en place pour faire en sorte que les clients puissent contacter l'entreprise quand ils le veulent et comme ils le veulent. Et ça c'est aussi un peu le job du marketing pour le coup. Par exemple, chez un de mes clients, on s'est rendu compte que les commerciaux échangeaient avec des clients via WhatsApp, via Messenger, parce que dans tout un tas de pays du monde, c'est des applications qui sont extrêmement utilisées, comme l'Amérique du Sud, l'Afrique. WhatsApp, c'est quelque chose qui est Viber, toutes ces applis-là. Et vous avez des commerciaux qui ne veulent pas utiliser WhatsApp. Voilà, fournir à vos commerciaux des moyens d'être contactés facilement quand le client le veut. Je pense que c'est le rôle de la technologie. C'est le rôle de la technologie, exactement. C'est de rendre en fait le message clair pour le client final et pour aussi les commerciaux, puisque ces gains de temps, finalement, c'est le temps justement qu'il va passer à faire de l'admin, il pourra le récupérer pour regarder, en fait, prospecter, préparer ses appels beaucoup plus, pouvoir voir justement, analyser les outils comme la timeline pour dire ah bah tiens, celui-là il est intéressé par la diversité et l'inclusion. Tiens, donc qu'est-ce que je peux lui proposer en fait comme contenu annexe à ce qu'il a déjà regardé, à ce qu'il a déjà consulté? Est-ce que je peux utiliser ça pour commencer une conversation? Vous avez lu notre livre blanc sur la diversité en entreprise. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous faites déjà en fait des choses? Enfin, commencer en fait ces discussions et rapporter cette notion en fait de valeur dans les conversations et pas juste le commercial en fait. Traditionnellement, c'est l'image en fait du bonhomme en fait qui essaie de mettre un pied dans la porte. Avec les technologies en fait aujourd'hui qui sont disponibles, le pied l'a déjà dans la porte. Il sait déjà en fait ce qui intéresse son prospect. Il sait déjà en fait ce qu'il a téléchargé. Il sait déjà en fait, il peut regarder les réseaux sociaux. Il sait déjà par quoi il est intéressé. J'utilisais en fait un outil. Alors ils l'ont arrêté, mais un de mes clients en fait que j'ai obtenu en fait un premier client chez HubSpot. J'ai regardé en fait et l'outil m'a donné en fait à regarder. Elle dit vous êtes tous les deux sur Twitter. Vous suivez ces personnalités en fait en commun. Ça permet de lancer des conversations. Alors après, bon, bien évidemment, des conversations, lancer une conversation sur on est tous les deux fans de Game of Thrones, pas forcément, ou ça peut être utile, mais c'est plus anecdotique. Mais ça peut permettre en fait de voir en fait ces points en commun qui sont pas si communs que ça. Ça permet en fait d'avoir une conversation plus humaine et d'avoir une valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée en fait aux conversations qu'on a. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui interrogent les commerciaux sur des contenus qui seraient utiles dans le process de vente? Est-ce que vous avez fait ce travail-là? Est-ce que dans vos stratégies de contenu, je m'adresse aux marketeurs, est-ce que vous avez intégré des contenus qui viendraient d'une demande de vos commerciaux? Ça, c'est un travail super intéressant. Et c'est une bonne manière de devenir copain avec les commerciaux. En fait, si vous analysez la façon dont les commerciaux vendent, nous, on se rendait compte, on a fait chez un de nos clients que c'était un taulier, un taulerie industriel. On s'était rendu compte dans les échanges d'emails, alors pour le coup, grâce à la timeline, en allant un peu regarder les fiches des contacts, des discussions qu'il y avait en cours, en allant lire un petit peu les emails, alors, on lisait les emails de nos clients. C'est mieux si c'est eux qui vous fournissent le truc, mais de temps en temps, l'intérêt avec HubSpot, c'est qu'on peut aller lire les échanges. On s'était rendu compte qu'il y avait énormément de commerciaux qui envoyaient à des acheteurs industriels le lien vers la page où on présentait les machines. On avait fait le site, on avait refait le site, et c'était une page qu'on avait complètement un peu mis de côté, on avait laissé 4-5 photos de machines. Et en fait, c'était une page qui était essentielle dans le process de vente parce qu'un acheteur avait besoin de savoir quel était le parc machine chez mon client pour pouvoir être capable de savoir sa capacité de production. Donc le fait d'envoyer la liste des machines disponibles, ça permettait de rassurer le client. Et ça, c'est typiquement des contenus qu'un marketeur ne pense, d'ailleurs on n'avait pas pensé à faire ce genre de contenu, qu'un marketeur néglige. Ou qu'un marketeur ne juge pas utile parce que ce n'est pas vraiment dans la ligne de la stratégie inbound, etc. Mais je peux vous garantir qu'on a fait juste un petit catalogue des machines disponibles en expliquant à quoi elles servent, pourquoi on avait investi sur ces machines.
c'était une offre qui a permis de réengager. Je sais pas, enfin, on a eu des résultats exceptionnels sur cette campagne avec un guide des machines disponibles chez le truc. Donc, je vous invite à aller lire, entre guillemets, les mails de vos commerciaux, les échanges, ou de demander à vos commerciaux de vous raconter un peu ce qui se dit avec leurs clients. C'est les meilleurs sujets de contenu que vous pourriez avoir pour votre client. Ce qui est aussi hyper important, c'est de justement partager son inventaire de contenu avec ses commerciaux. Déjà, faites votre inventaire de contenu et maintenez-le. C'est un premier conseil que je peux vous donner. Et partagez-le en fait avec vos commerciaux. Pour avoir été en fait dans des fonctions commerciales, parfois en fait en commercial, on n'a même pas conscience en fait de la quantité en fait de données et de contenu qu'on a, et on se sent un peu désarmé alors qu'en fait il y a un arsenal derrière nous auquel on a accès, mais qu'on ne connaît pas en fait, parce que quand on est commercial, on n'a pas créé ce contenu, on le consomme de temps en temps, mais on ne l'a pas consommé en fait forcément dans son intégralité. En donnant en fait ces informations, pour un commercial, ça peut être bon, du coup il est intéressé par ce sujet, les machines, qu'est-ce que j'ai en fait qui est pertinent en fait par rapport à ça, qu'est-ce que je peux proposer en fait comme valeur supplémentaire de façon en fait simple finalement. Je pense que le job du marketing, au-delà d'envoyer des leads, c'est vraiment aussi d'aider les commerciaux. Enfin, peut-être un peu provoque. Je pense que vous devriez, entre guillemets, un marketeur devrait être au service des commerciaux. Si je peux me permettre, dans le bon sens du terme, quand je dis ça, c'est pas devenir leur porte-valise, mais à la fin, c'est le commercial qui vend en fait. Donc le job du marketeur, c'est de faire en sorte que le commercial ait tout ce qu'il faut pour pouvoir vendre facilement, qu'il ait tous les outils disponibles. Je sais que ça ne marche pas aussi facilement que ça avec toutes les équipes commerciales, mais vous pouvez difficilement imaginer faire du marketing tout seul pour faire du marketing. Le but du marketing, le but ultime, c'est quand même à un moment donné de vendre. Et ce n'est pas vous qui vendez. Ça se fera. Comment vous soyez en fait de à moins que vous ayez à moins que vous ayez raccourci les process et qu'il n'y ait plus de commerciaux et que. De l'e-commerce. Non, mais ça se vend bien si le marketing a bien fait son job quand même. Pardon ? Ça se vend bien si le marketing a bien fait son job. C'est clair. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire en fait. C'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que plus votre job, c'est de vous mettre au service un peu des commerciaux et c'est de le faire bien. Et c'est de produire ce qu'il faut pour les aider. Ouais, je vois beaucoup de gens qui font. Je confirme, pour être la moitié des deux, de prolonger la responsabilité du marketing jusqu'à la signature et pas jusqu'à la fourniture d'un lead. Vous en parliez il y a 2 secondes. Quand on fait une vente et que c'est des ventes qui peuvent être un petit peu longues, il y a des temps morts quand on est commercial. Et ces temps morts, il faut les meubler. Et il n'y a rien de mieux qu'un bon article bien senti sur une des problématiques du client dans ces temps-là, poussé peut-être par le commercial. Là, on est peut-être hors de marketing automation, mais qui va être poussé avec quand même un petit tracking derrière pour savoir s'il a ouvert, s'il l'a lu, s'il n'a pas lu, etc. Il n'y a rien de mieux pour occuper le terrain et pour éviter les temps morts et laisser la place à la concurrence. Et ça c'est jusqu'à la signature. Ça reste pas. Est-ce que vous associez les commerciaux à la rédaction des articles dans vos entreprises ? Ouais. Vous êtes bon élève de la classe. C'est un exercice en fait. Mais ça, alors après, là, on va commencer à toucher en fait vraiment des questions presque de sales enablement. Mais participer en fait, aider en fait, demander aux commerciaux d'écrire en fait des articles. Alors après, bien évidemment, on fait aussi notre rôle de marketeur où on va réécrire un peu et reformater un peu, et optimiser pour le SEO, etc. Enfin, on peut former les commerciaux sur ces questions-là. Mais si on veut en fait le faire de façon plus simple, utiliser leur expertise, utiliser en fait leur connaissance sur les conversations qu'ils ont au quotidien, ça aide à augmenter en fait leur branding, en fait, leur marque personnelle. C'est bête, mais ça aide en fait énormément sur certaines industries, dans le recrutement en particulier, puisque c'est un thème que je connais en fait énormément. Ça aide en fait à asseoir l'autorité du commercial. Ça l'aidera en fait à closer des deals. C'est valorisant pour lui également, puisqu'il fait en fait aussi quelque chose qui est publié sous son nom, qui est sur votre site web. Et du coup, vous touchez à sa fierté, c'est valorisant et vous avez en fait un contenu sur lequel vous avez fait en fait un travail minimum d'optimisation finalement. Donc c'est plutôt et tout le monde y gagne en fait finalement. Et justement, ça permet aussi de toucher en fait aux problématiques vraiment en fait des clients en fait ces problématiques là qui viennent du terrain en fait en direct.
C'est particulièrement bien si vous commencez en fait à avoir traité tous les sujets en fait de base. Tous les sujets, en fait, les grandes questions sur le travail que vous avez fait sur les personas au début, etc. Vous avez déjà tous ces articles-là, vous avez commencé à avoir une base d'articles et vous êtes un peu à cette étape de bon, bah, sur quoi on peut, de quoi on peut parler. Un de mes clients, en fait, justement, est en train de faire cette étape-là. Alors, ils vendent, en fait, c'est au Royaume-Uni, c'est Casio, en fait, qui vend. Alors, Casio, pour qu'on connaît pour les calculatrices et les montres, c'est un de mes clients au Royaume-Uni, mais c'est surtout en fait sur la partie caisse pour les bars et les pubs et les restaurants. C'est un petit peu plus marché un peu de niche, où ils ont écrit en fait justement tous des articles de comment en fait bien choisir, comment choisir en fait son système de caisse électronique, quelles sont les informations dont on a besoin. Les commerciaux en fait ont commencé à dire c'est pas assez technique, c'est trop général. Ils ont dit, bon, bah, commerciaux, allez-y à vos stylos, écrivez-nous en fait les articles en fait un peu plus techniques. Et ça, en fait, c'est des bonnes pratiques. C'est valorisant, comme on a dit, pour eux. Ça permet en fait justement aussi de les inclure dans cette responsabilité du marketing. Et ça permet de créer du contenu à moindre frais, quoi. Nous, on a associé des commerciaux à des petites vidéos qu'on fait avec des smartphones. Hein, on écrit sur des sujets soudure orbitale, en contexte intégré, des trucs, je ne connais pas grand-chose. Et en fait, la difficulté, c'est d'avoir des bons termes. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on filme les commerciaux qui expliquent comment on coupe un tube, etc. Et en fait, ça marche super bien parce qu'il y a toujours une dimension égo. Donc au début, il y a rien, je ne vais pas me mettre en vidéo. Et après, ils jouent le jeu. Et après, ça génère un peu de la concurrence entre les commerciaux sur tiens, pourquoi je ne fais pas de vidéo moi aussi, j'ai envie de faire des vidéos. Et vous, en tant que marketeur, vous avez une vidéo, vous transcrivez, ça vous fait un article de blog. Vous l'utilisez sur les réseaux sociaux en la découpant, vous avez un contenu qui vous génère tout un tas de petits contenus que vous allez pouvoir exploiter dans votre stratégie marketing. Des citations pour les réseaux sociaux. Des citations, etc. Des photos. Ouais. En fait, c'est du... Avec 10 minutes de vidéo filmée sur un coin de table, les gars qui vous montrent des chiffres. Vous avez une question? Oui, moi c'était pour revenir sur ce que vous avez dit un peu plus tôt sur le SEO, tout ça. Comment... moi, dans mon cas, c'est pas le fait d'avoir une distance entre le marketing et les ventes, puisqu'elles travaillent au même endroit assez proche, mais c'est plutôt que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop compris que leur métier il était en train de vraiment changer. Et du coup, comment je fais pour parler de SEO à un commercial qui a même pas envie d'entendre parler de social selling? En fait, je pense que ça peut être intéressant en fait, de parler justement de cette marque personnelle. Ça peut être un angle d'attaque. Justement, l'angle marque personnelle. Aujourd'hui, j'imagine que vos commerciaux, ils sont sur Instagram, ils sont sur... à titre, non. C'est plus... Quel type de produit vous vendez? C'est quoi Je travaille à l'EM Lyon pour la formation exécutive, donc on vend des formations. Okay. Et eux, ils sont... Donc c'est pas du tout on cible des dirigeants et tout ça, donc sur Instagram, c'est pas très opportun, mais... pour le coup, ils ont des licences premium LinkedIn, donc ils se servent pour aller voir qui les comptes et tout ça, mais ils s'en servent pas du tout pour augmenter leur indice de social selling ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment campés sur l'ancien travail un petit peu. C'est dommage parce que justement les articles en fait de longue forme postés sur LinkedIn, ça choque en fait. C'est une valeur. Moi, ce que je recommande, ils rédactent, faire la rédaction directement. Sur ils n'ont pas le temps d'appeler tous leurs prospects. S'il y a trop de réticence de la part des équipes commerciales, si elles sont trop loin de tout ça, le conseil que moi je vous donnerais, c'est de trouver un champion. Vous en trouvez un. Vous en prenez un et vous mettez ça en place avec lui et vous commencez à vous occuper de lui. Et nous, on l'a fait chez un client où on a pris un petit jeune parce que les anciens n'avaient pas envie d'entendre parler de ça. Et je peux vous dire qu'à la machine à café, quand le petit jeune commençait à dire moi j'ai tel contact, je suis rentré chez telle boîte, ça peut derrière, en fait, ça peut, voilà, on le montre par l'exemple en fait. Là, je crois que le problème, c'est surtout que comme on voit comment ils réagissent à l'implantation du marketing automation, la responsable commerciale marketing, elle se dit, j'ose même pas leur demander ça parce que déjà, juste pour tester et pour faire une tâche sur Pardot, c'est impossible. Donc, comment ils vendent en fait justement en fait, quel est leur process de vente aujourd'hui? Comment ils entrent en contact avec leurs clients? Ça dépend. Il y a des réunions d'information, il y a pas mal d'événements. Après, nous, on fournit beaucoup de leads et après, j'imagine que c'est eux, via le CRM, ils voient si leur prospect est qualifié. Je ne sais pas comment ils choisissent exactement les gens qui contactent ou pas, mais...
Et voir en fait, ça peut être en fait, des questions justement à leur demander. Ça peut être aussi des questions en fait, à travailler justement sur le regarder en fait aussi la source en fait des candidats. Ouais. Enfin des candidats, des leads. Aujourd'hui en fait, vos leads en fait du marketing, ils viennent de quel type de source? Ils viennent pas mal de LinkedIn. Et je sais pas si ça rend vraiment compte. Mais ouais, mais c'est justement leur dire en fait. Ben, aujourd'hui en fait, la plupart des leads, ils viennent de LinkedIn. Aujourd'hui en fait, les 3 derniers leads que tu as fait, ils venaient de LinkedIn. Donc tu peux en fait capturer, écrire en fait des articles. Ils n'ont pas besoin d'être sur le blog en fait de l'EM Lyon. Les articles en fait LinkedIn de longue forme, c'est vraiment un super outil. En termes de mais même en termes de SEO, c'est ça en fait que les gens en fait réalisent pas. En fait, c'est vraiment en fait quelque chose qui marche bien et ça marche en fait sur la durée super bien. Et en fait faire des articles, LinkedIn en fait les utilise énormément en fait. Tous les commerciaux LinkedIn ont une target en fait d'articles à écrire. Et en fait, leur dire, aujourd'hui, en fait, on sait que LinkedIn, c'est notre cible, c'est là où, en fait, on met notre cœur de cible, notre persona. Essayez, en fait, d'être dessus et essayez, en fait, de le faire. Travaillez, en fait, sur votre personnel branding. Après tout, il y a bien des gens qui font, en fait, aujourd'hui, qui collectent, en fait, du like, à plus savoir quoi en faire sur LinkedIn aujourd'hui. Souvent, les commerciaux vont vous dire, ouais, mais nos cibles, ils ne sont pas sur ces trucs-là. Enfin, c'est des choses qu'on peut entendre. Et une façon de faire, c'est de leur montrer. C'est leur montrer, pour parler de dirigeants, il y a énormément de dirigeants sur LinkedIn. Et quels que soient les secteurs, on ne peut pas avoir de préjugés sur qui est sur LinkedIn, qui est sur Twitter, parce on est surpris. Même sur Instagram. Même sur Instagram. Pour le coup, ouais, je peux te garantir que sur Instagram, il y a quelques dirigeants quand même. Ils ne sont pas très longtemps ça. Vous pouvez leur prendre. Si j'arrive avec Instagram, je pense que. Oui, non, enfin, on commence pas avec Instagram, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'on ne commence pas avec Instagram. Instagram, en fait, pour le marketing, je m'y intéresse de plus en plus. J'étais en visite client il y a à peu près 10 jours. On a créé en fait le compte Instagram de la boîte qui fait en fait de l'infrastructure IT quand ils se sont rendus compte que Cisco avait en fait une présence en fait, sur Instagram avec 150 000 followers. Et alors, pour le coup, Cisco, alors c'est pas Dell, il n'y a pas le côté B2C de Dell. Et pourtant, il y a autant de followers sur Instagram pour Cisco que pour Dell. Mais bon, après, Instagram, c'est un peu le joujou. Enfin, pour quelqu'un qui n'utilise pas des masses Instagram à titre personnel, je commence en fait à voir, en fait, je commence à vraiment pouvoir créer en fait des cas clients en fait pour Instagram, en fait pour mes clients, en fait, je peux les créer en fait en une demi-heure. Allez voir en fait le compte Instagram de Shell. Là, c'est le compte Instagram de Shell, en fait, je le montre en fait à mes clients. Quand ils me disent Instagram, c'est pas bien sur le B2B, c'est pas bien, je montre le compte client de Shell, je dis ça, c'est ce que vous pouvez faire avec des tonnes de fric. Voilà, je suis honnête. Voilà, ça c'est #goals. C'est ce qu'on veut en fait aspirer à produire. C'est le compte Instagram de Shell qui vend du pétrole. C'est pas exactement en fait sexy comme truc. Mais ils ont en fait un compte Instagram. Je vous défie en fait de ne pas trouver le compte Instagram en fait super. Il y a beaucoup de choses à faire sur Instagram. Mais bon, après en fait on est commencé par LinkedIn dans votre cas. Mais LinkedIn ça produit des résultats un peu plus directs. Surtout sur de l'exécutif. Sur des choses comme ça, vous avez les contacts. Ils nous vendent beaucoup d'outils pour améliorer tout ça. Mais voilà, et surtout s'ils ont des sales navigators ou ce genre de choses. Ils ont tout intérêt en fait à augmenter en fait, leur poids et à augmenter en fait leur positionnement. Même en fait sur des choses en fait sur Facebook, on peut faire en fait là-dessus via la page en fait du groupe, on peut faire en fait sur les réseaux sociaux des choses en fait, assez sympas. Je pense que commencer sur LinkedIn, ça a du sens, décidément, pour sûr. Et j'imagine que c'est des gens plus que vos commerciaux sur LinkedIn, ils ont au moins plus de 500 connexions chacun. Donc, il y a potentiellement le moindre chose qu'ils partagent a déjà une visibilité. Leur montrer les résultats déjà de connecter leur profil, essayer de voir un petit peu si vous avez l'audience qu'ils arrivent à toucher, parce qu'ils seraient peut-être surpris. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour là, de la question. Ouais, on commence à parler vraiment de sales enablement. Ce que je propose, c'est peut-être des échanges en question. Est-ce que parmi vous, on a essayé de balayer un peu les différentes étapes, on a parlé d'objectifs, d'aligner
un petit peu les process, de parler un peu de la technologie, de voir ce qui peut faciliter la relation entre commercial et sales. Est-ce que vous avez des questions? En fait, on se donne un petit peu un temps d'échange. Sans nous faire à mesure. C'est une question très technique sur la techno. Je ne sais pas si ça a son sens, mais vous en avez tout à l'heure, je vais poser. On parlait de Sales Pro tout à l'heure. Très bien. Meeting, très bien. Sur la partie message. Donc le chatbot. Pour l'instant, c'est juste un chat. Il est assez rudimentaire pour l'instant. Ouais, alors, ok. Ça, d'accord. Il est connecté à l'agenda pour les dispos, les indisponibilités. Ça, je trouve que c'est pas mal aussi. Le seul souci, c'est qu'on est, et là, c'est vraiment purement techno, on est obligé d'avoir la fenêtre ouverte pour recevoir la notif. Est-ce que c'est prévu chez HubSpot? C'est un feedback qu'on reçoit énormément. Je ne sais pas exactement en fait si ça va être mis en place, mais je sais que c'est un feedback qu'on reçoit énormément. Donc ça m'étonne en fait qu'on ne soit pas en train de travailler dessus en fait. Je crois que c'est un gros chantier. Moi, je l'ai vu beaucoup circuler dans les groupes d'agences partenaires, des gens qui se plaignaient du. Vous avez des outils comme Drift, je ne sais pas si par exemple certains utilisent Drift, qui est un outil de chat qu'on peut installer, qui pour le coup a un bot. Ce que je sais, c'est que vous travaillez sur un bot aussi, des technologies de bot. Enfin, en tout cas, avec toutes les annonces qu'il y a eu l'année dernière, s'il n'y a pas des choses qui sortent là-dessus dans les prochains mois, ça serait on est sur une alpha sur l'intégration avec Facebook Messenger. Ouais, le bot, ok, ça je l'ai vu passer aussi. Mais c'est vraiment sur la partie notique ou même le fait de l'avoir sur l'application mobile. Après, on touche à notre souci. Mais oui, l'autre question. Non, mais après, je suis complètement d'accord avec le feedback. C'est un feedback que je reçois en fait aussi en direct, que les agences partenaires reçoivent en direct également. C'est le genre en fait de feedback qu'on remonte en fait, et qui ça m'étonnerait en fait que ce soit pas en fait justement changé. Surtout que justement en parlant des bots, on travaille énormément en fait, sur l'outil en fait de message. On travaille énormément dessus. C'est un outil en fait, c'est un des outils en fait sur lesquels nos équipes développement passent énormément de temps aujourd'hui. L'outil est neuf aujourd'hui aussi. Ouais. Non, mais il est bien. Hein. Voilà, mais je suis d'accord qu'il peut aussi être amélioré. Mais de la même façon, quand on a lancé en fait les premiers outils sales, l'outil de séquençage, il est quand même vachement mieux aujourd'hui que ce qu'il était quand il a commencé. Mais ouais. Je trouve que ce qui est appréciable, c'est tout ce qui permet de gagner du temps. Alors effectivement, le petit chat, je suis le premier à râler un petit peu de toute façon. Bon, c'est pas le truc qui nous génère le plus de contacts, donc et les peu de contacts que j'ai eu, c'était des gens qui mettaient coup de poudre. Pour ceux qui sont là pour essayer le truc, plutôt que pour vraiment. Ou des gens qui n'arrivaient pas à me joindre et qui est-ce que Karim est là, j'ai eu le truc. Ouais, c'est vrai que ça arrive. Après, je pense qu'on a aussi, du côté, si on revient au marketing, on a quand même tout un tas d'outils. Si vous regardez un peu comment c'est fait, je trouve qu'on a vraiment évolué dans le bon sens là-dessus. Les séquences, présenter ça à des commerciaux, moi je le fais régulièrement. Quand ils voient que pour faire une relance de vie, il suffit de programmer un peu les 4 mails, de les personnaliser, d'appuyer sur un bouton et ils sont sûrs que la relance du devis va être effectuée au moins 4 ou 5 fois. Là, vous leur enlevez une épine du pied parce que c'est un des gros problèmes des commerciaux. Est-ce que j'ai le temps de penser à organiser mes rappels de prospects à qui j'ai envoyé un devis il y a 15 jours et on sait très bien qu'on ne le fait pas. En tout cas, qu'on va prioriser certains par rapport à d'autres. Réserver ce premier appel, si en fait, typiquement un commercial qui essaie 2-3 fois en fait et qui retombe en fait sur une messagerie en fait 2-3 fois, il va commencer en fait à perdre un peu espoir sur le deal. Ce qu'il faudrait pas d'ailleurs, mais bon, ça après c'est une autre question. Mais si on est capable justement d'automatiser ces envois en fait d'emails de rappel avec le lien pour prendre en fait un meeting en direct, c'est déjà en fait une grosse partie du travail qui est fait, quoi. Il y a une croyance. Je pense que le résultat d'un commercial est directement lié à l'activité. En fait. C'est-à-dire, nous, on a mis en place chez nous un indicateur qu'on appelle les touches. On a beaucoup cherché en fait quel était le bon indicateur. Est-ce que c'est le nombre de calls? Est-ce que c'est le nombre de rendez-vous? Et on a finalement retenu, je regarde ma collègue là, qui est arrivée récemment, on a retenu les touches. On appelle les touches, c'est-à-dire c'est toutes les tentatives qu'on fait. Et vous faites ça pendant quelques mois avec vos commerciaux, vous leur mettez à disposition ces outils. Vous allez pouvoir mesurer le nombre de touches. Vous mettez là-dedans les emails, les tentatives d'appel, abouties ou pas abouties. Et au bout de quelques mois, vous arrivez à avoir une idée du volume qu'un commercial devrait produire, entre guillemets. Et ce n'est pas pour le fliquer, c'est ce que j'expliquais beaucoup à ma collègue, et ce que j'expliquais c'est juste pour leur permettre de savoir comment ils peuvent organiser leur journée
sur quoi ils vont donner la priorité, et savoir que s'ils veulent sortir un certain nombre d'affaires à la fin du mois, c'est mathématique en fait. Et que s'il n'y a pas l'activité, le volume d'activité commerciale au début, s'il n'y a pas les 150, 160, 180 touches par semaine, vous aurez vos propres métriques, il n'y aura pas derrière le nombre d'opportunités ouvertes. C'est aussi simple que ça, c'est des maths. Il n'y a pas de hasard en fait dans la relation, dans le commerce. C'est que de l'organisation et des maths. Et cette idée de touche, elle est super importante. Parce que traditionnellement, on va dire qu'il faut avoir appelé tant de personnes par jour. Combien d'entre vous ont travaillé sur des floors, dans des équipes commerciales, en fait, justement, d'appels sortants? Pour l'avoir fait, en fait, ce qui se passe, c'est de 4 à 5, tous vos commerciaux, ils vont appeler, en fait, leur répondeur. Ils vont appeler, en fait, une liste, ils vont avoir une liste de numéros qui se partagent. Ils vont appeler, en fait, de 4 à 5, en fait, les répondeurs pour avoir le chiffre. Et à chaque fois, en fait, que j'ai travaillé dans des équipes où il y avait, en fait, un nombre d'appels à faire par jour ou par semaine, c'était toujours le cas qu'il y avait la liste de répondeurs. Et il faut pas être étonné. On met une métrique, en fait, qui est un peu débile. Du coup, on a des commerciaux qui font, en fait, un travail un peu débile, du coup. C'est moins angoissant. Le nombre de touches est moins... c'est moins... on a l'impression d'être moins fliqué, en fait, quand on parle de touches, parce que ça veut dire qu'on compte aussi les tentatives. Donc, ça veut dire que je ne vais pas avoir besoin de prouver que j'ai passé tous les codes, c'est ce que tu dis à l'instant. C'est intéressant. Et ça, ce qui est intéressant avec des outils comme HubSpot, il y en a d'autres, mais comme HubSpot, pour le coup, c'est que vous pouvez donner accès à tout ça à vos commerciaux en leur montrant comment ils vont pouvoir améliorer leur quotidien, améliorer leur gestion du temps. Et ça, c'est un peu l'argument qui fait mouche en général. Parce que le gros problème des commerciaux, c'est rarement de la mauvaise volonté, en fait. La plupart du temps, on est dans des boîtes où majoritairement les commerciaux sont là pour faire leur job. J'espère. Et souvent, c'est un problème de temps. Quand vous êtes sur la route, quand vous êtes en réunion, ou le soir, le commerce, c'est des relations humaines, ça bouffe de l'énergie. C'est beaucoup plus difficile de faire 3 réunions clients et de discuter avec un client, même si on a l'impression que le commercial fait que parler. Sans dénigrer le travail du marketing, mais c'est beaucoup plus fatigant que de produire un billet de blog ou que de s'occuper des réseaux sociaux d'entreprise. C'est beaucoup plus épuisé à la fin de la journée. Ouais, il y a un aspect un peu physique. Il y a un aspect qui est très physique dans la relation. Et puis, c'est très dépendant de comment on est, quoi. C'est de l'humain. C'est ça qu'on oublie un peu. Le travail d'un marketeur, il n'est pas bien réveillé, il peut quand même faire son job, il peut quand même faire ses billets de blog, il peut quand même animer. Un commercial, s'il n'est pas en forme, ça va avoir un impact direct sur son job. Donc, tout ce qui peut leur faciliter le boulot, et peut-être que souvent le marketing est un peu en avance sur ces outils-là. C'est aussi une façon de leur dire, tiens, il y a des outils qui te permettent de gagner 3 échanges d'emails parce que tu peux juste envoyer un lien vers ton agenda. Il y a des outils qui te permettent de cliquer sur un bouton, de téléphoner et de consigner automatiquement un appel, etc. Surtout que maintenant, dans l'outil de meeting, on peut même programmer l'email de rappel. On a l'email, on a un rendez-vous demain. Nous, l'outil de meeting, on l'utilise, on l'a même mis sur notre site et ça nous a permis de raccourcir. Vous savez, si vous faites un peu d'inbound, vous faites le téléchargement d'une offre, la thank you page. Et moi, j'avais assisté à un truc l'année dernière aux journées partenaires chez HubSpot où ils expliquaient que les équipes marketing avec les équipes commerciales avaient engagé une espèce de travail sur le raccourcissement des cycles grâce à l'outil de meeting. Et on saute l'étape parfois à thank you page. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir cette page intermédiaire qui vous demande aussi du boulot. Et on essaye de raccourcir en systématiquement utilisant un lien de prise de rendez-vous plutôt qu'en disant téléchargez ce blog ou contactez-nous. Ou demande de démo, on vous recontacte quand on le regarde. Donc, vous mettez un lien dans l'email de remerciement après le téléchargement. Prenez rendez-vous 15 minutes avec Quentin ou avec le commercial de la boîte. On peut, s'il n'y a plus de questions, on peut continuer les discussions autour d'un peu de Victuail. On a pas mal de temps. 7h30, donc on en avait prévu un peu large jusqu'à 8h30, donc on est là jusqu'à 8h30 si vous voulez continuer les discussions. Vous avez Quentin qui est disponible, qui nous vient directement de Dublin. Ils ont beaucoup de matière à partager, donc n'hésitez pas à interroger Quentin. Si vous avez des questions, on est là. Merci à vous. Merci. Merci. Je vais
Après, je peux-